On arrive sur notre dernière séquence des premiers secours. Là, on va parler d'immobilisation, on va parler d'entorse, on va parler de fracture. Je vais te présenter ici le minimum de matériel que tu peux emporter avec toi. Tu vois, ça prend pas beaucoup de place et qui va pouvoir te servir justement à faire tout type d'immobilisation, à immobiliser n'importe quelle partie du corps. Je vais commencer par l'attelle split. Ça, c'est une attelle, comme tu peux le voir, qui est hyper flexible. Donc, en fait, tu peux lui donner absolument la forme que tu veux pour immobiliser ce que tu veux. On a l'attelle triangulaire avec des trombones. Donc, ça va permettre, par exemple, de venir immobiliser un bras pour ne plus qu'il bouge pendant que tu te déplaces. Ça va te permettre de venir immobiliser un poignet. Et enfin, on a plusieurs types de bandes à avoir dans la trousse de secours. On va avoir la bande extensible, comme celle-ci. Elle va permettre justement d'appliquer une certaine pression, d'éviter que ça bouge. Et on a bien sûr les bandages classiques en tissu qui vont nous permettre de venir entourer, protéger une plaie. On va faire avec ce qu'on a sur le terrain. On va commencer par les immobilisations osseuses. Alors pourquoi est-ce qu'on va venir immobiliser? Tout simplement parce que sur le terrain, nous on n'est pas médecin, on n'a pas accès à des scanners, on n'a pas accès à des radios, quoi que ce soit. Donc dans l'optique d'une douleur, on prendra toujours le cas le plus extrême. On considérera toujours que c'est une fracture, on va venir immobiliser. Et pourquoi est-ce qu'on immobilise une fracture? Tout simplement parce que si tu as le bras par exemple de péter ou le coude et qu'il bouge comme ça quand tu marches, que tu le mets dans tous les sens, alors non seulement tu vas douiller, mais d'une douleur inimaginable, mais en plus tu as le risque par exemple qu'un morceau d'os se déplace. Il peut venir perforer une artère, il peut venir perforer une veine, il peut venir perforer un muscle. Et là, ça va être un risque d'hémorragie interne. Et comme on l'a vu tout au long de cette formation, sur les hémorragies internes, nous, on ne va pas pouvoir agir. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. Après, il ne faut pas mettre de côté l'expérience, c'est-à-dire les choses que tu as vécues, les douleurs que tu as déjà vécues. Moi, maintenant, je suis capable de dire sur un bras, sur une jambe, si j'ai une fracture ou si j'ai une entorse ou si c'est simplement déboîté. Mais ça, c'est parce que j'en ai subi des dizaines. Je te raconte pas le nombre de béquilles que j'ai chez moi, le nombre de fois où j'ai été plâtré, le nombre de fois où j'ai eu une attelle, où j'ai eu des cervicales. Donc je sais reconnaître la douleur. Mais quand il s'agit d'agir sur quelqu'un, tu pourras jamais interpréter sa douleur. Si c'est quelqu'un comme moi qui a eu l'habitude de ressentir des douleurs vraiment très fortes, très longues, qui a vraiment eu des os pétés, tu vois. Et ben moi, par exemple, la douleur, je vais beaucoup mieux la tenir. Moi, quand je vais dire un 10, c'est que c'est vraiment une urgence vitale absolue. C'est que j'ai un trou quelque part, c'est que j'ai un truc qui a été perforé. Mais sur quelqu'un qui a jamais connu de douleur, qui a eu qu'une petite entorse au doigt, par exemple, ou des choses comme ça, et ben, quand il va te dire « ouais, j'ai mal à 8, j'ai mal à 8 », ben, peut-être que c'est simplement qu'une entorse un peu plus sévère. C'est simplement un os qui a été déboîté. Mais nous, comme je viens de te le dire, on n'est pas médecin, on ne sait pas, donc on va agir comme si c'était le cas le plus extrême. Et on va commencer par l'immobilisation du bras, l'immobilisation du poignet. Alors le principe d'une immobilisation, c'est simple. Si j'ai une douleur qui se situe dans cette zone, par exemple, eh ben, je vais venir immobiliser les deux articulations. Celle qui est à l'inférieur, celle qui est au supérieur. Je vais immobiliser vraiment toute cette partie-là, de manière à ne pas avoir le bras qui bouge, de manière à ne pas faire un geste que je ne voulais pas faire. Alors comme tu peux le voir, notre petite attelle, on va déjà lui donner une première forme. Ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, tu vas calculer en fonction du bras et tu vas venir prendre toute la morphologie. Donc tout seul, je te raconte pas comment c'est une galère. Pour le poignet, le mieux que j'ai trouvé et que j'ai observé, c'est de venir faire une petite rotation ici, de manière à, tu vois, pouvoir venir emprisonner le poignet et d'avoir une petite poignée là avec la main. Une fois que j'ai bien pris la forme du bras, que j'ai bien immobilisé, là je vais venir prendre une bande élastique et je vais venir entourer mon attelle. Donc là ça y est, tu vois, je n'ai plus aucune mobilité, je ne peux plus plier le coude, je ne peux plus mobiliser mon poignet, je suis complètement immobilisé et il ne me restera plus justement qu'à soit laisser le bras posé et attendre les secours, soit venir justement immobiliser avec une écharpe triangulaire de manière à ce que mon bras il ballotte pas comme ça dans le vide quand je marche. Et surtout à chaque fois, comme tous les bandages, on vient faire notre TRC pour s'assurer justement qu'on n'a pas d'effet garrot. Maintenant, un peu plus difficile, on va passer aux membres inférieurs. Alors contrairement à ce que tu vois dans la plupart des livres de survie, ce que tu vois dans les vidéos internet et compagnie, quand on va venir immobiliser un membre inférieur comme ça, on retire la chaussure.
Je ne veux plus voir ces espèces de trucs là, ces espèces d'attelles qui viennent tenir sur une Ranger. Ça ne sert absolument à rien. Il y a trop d'écart entre la chaussure et entre ton os et il y aura toujours du vide comme ça pourra toujours bouger. Donc on va venir retirer la chaussure. Et tu vois, c'est là que devient indispensable un ciseau Gesco par exemple. Parce que sur un mec qui a la cheville qui est complètement éclatée, tu vas avoir beaucoup de mal à prendre la chaussure et à la tirer comme ça. Donc on enlève tout, chaussures, chaussettes, on remonte le pantalon au maximum. Et là, la première chose qu'on va faire, contrairement à la main, c'est venir faire une petite butée comme ça. Et la petite butée, on va venir l'appuyer contre le talon, contre le pied. Et maintenant, je vais repartir dans le même procédé. C'est-à-dire que je vais entourer et je vais venir serrer mon attelle. Et toujours, bien sûr, en évitant un effet garrot. Et c'est pour ça que ce sera toujours beaucoup plus facile, surtout dans des situations comme ça, d'avoir un collègue, d'avoir quelqu'un pour pouvoir t'aider. Parce que là, tu vois, moi qui connais les douleurs aux articulations quand c'est pété, je peux t'assurer que là, déjà, rien que fléchir le genou comme ça, si le genou est pété, je serai incapable de le faire. Là, on repasse et on vient passer justement sous le pied pour maintenir exactement la même pression. Et c'est pour ça qu'on a deux bandes, parce que parfois, on n'aura tout simplement pas assez de longueur. Donc là, ça y est, tu vois, ma cheville, elle est complètement immobilisée. Je suis incapable de la mobiliser. Et je vais pouvoir venir faire la TRC, la même chose sur mes orteils. Et là, je vais pouvoir aller boitiller, ne serait-ce qu'avec un appui, pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher un peu de bois pour me réchauffer en attendant les secours. L'attelle cervicale, on va s'en servir justement sur les traumas, sur les mecs qui ont pris des coups, sur les mecs qui sont par terre. On ne veut pas justement qu'ils puissent mobiliser le cou, qu'ils puissent bouger le cou. Et la meilleure option, ça va être de venir déjà former un petit creux. En fait, l'objectif de l'attelle cervicale, ça va être de pouvoir maintenir ton menton. Donc c'est la première chose à faire, c'est prendre la forme du menton, la forme du cou, descendre aux extrémités derrière les oreilles et venir justement entourer le cou. Et là, on va pouvoir un peu plus spécialement, on se méfie justement de ce que je viens de faire, d'avoir une pointe qui rentre à l'intérieur. Tu vois, ça y est, je suis immobilisé à partir du menton. Je ne peux plus faire de geste oui, je ne peux plus faire de geste non. Et on laissera le mec complètement immobilisé. Et s'il faut, on viendra travailler la forme. On va chercher une forme, pas parfaite parce que tu ne l'auras jamais par rapport à des équipements médicaux. Mais ce qu'on veut justement, c'est pouvoir maintenir les cervicales sans que ça bouge, sans venir bloquer les voies respiratoires, sans venir créer une pression. Donc ça, encore une fois, c'est un geste d'ultime recours, c'est un geste de premier secours d'ultime recours. Si les secours, ils arrivent dans 20 minutes, une demi-heure, tu ne touches pas au cervical, tu ne fais absolument rien, parce que ça peut très vite déraper. Donc tu as compris le principe. Par exemple, si c'est un coude que je vais immobiliser, je vais le mettre de cette manière-là, et je vais faire mon attelle comme ceci et je vais venir immobiliser. Les genoux, ce sera pareil. En fin de compte, on va s'adapter au mouvement de l'articulation et surtout à la taille de notre attelle, à ce qui est disponible. Si c'est un doigt que j'ai besoin d'immobiliser, hop, je mets un coup de ciseau, j'adapte la taille, je viens me faire une attelle à mon doigt. Et donc, si j'ai pas d'attelle en situation de survie, comment je vais pouvoir faire pour pouvoir immobiliser un membre comme ça? On a deux solutions. D'abord, on pourrait utiliser des baguettes en bois comme ça. On pourra entourer toute la jambe s'il le faut et venir solidifier la structure avec un bandage. Et on verra ensemble dans le chapitre abri, dans le chapitre feu, comment notamment utiliser notre couteau de survie avec des techniques de bâtonnage pour venir par exemple fabriquer ce genre de petites planchettes qu'on pourra utiliser par exemple à la place d'une attelle pour venir justement bloquer une articulation. Et ce genre de planchette, on va pouvoir en faire de différentes tailles, de différentes formes, de différents volumes. On pourra aussi les utiliser accessoirement combinés avec une attelle, par exemple sur des mecs qui ont vraiment des gros bras, qui ont des gros poignets, qui ont des gros mollets, là où l'attelle elle n'aura pas suffisamment d'épaisseur, elle n'aura pas suffisamment de longueur. Et on pourra aussi par exemple utiliser ce genre de technique en combinaison avec une attelle sur des fractures qui ont l'air vraiment sévères, des fractures qui sont très douloureuses, pour pouvoir justement compléter l'immobilisation. On y est, donc là mon poignet il a été immobilisé avec une attelle. Maintenant le problème c'est que si je me trimballe, tu vois, comme ça, ça va faire hyper mal. Se promener comme ça, ça bougera toujours. Donc ce qu'on va chercher à immobiliser maintenant, c'est les mouvements.
les mouvements de balancier entre autres par exemple. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est une méthode que j'ai essayé de trouver à force de débrouillardise, de chercher, de voir comment est-ce que je peux immobiliser mon bras tout seul. Il y a sûrement de meilleures méthodes qui existent, il y a peut-être d'autres façons de faire. Moi, c'est celle que j'ai déjà utilisée et qui a marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une écharpe triangulaire. Donc je le répète, à défaut, si tu n'en as pas, bah, tu utiliseras une écharpe, un t-shirt, peu importe. Et l'écharpe triangulaire, donc comme son nom l'indique, c'est un triangle. La base du triangle que tu vois ici, qui est toute seule, c'est ce qu'on appelle le sommet. Et les deux côtés, c'est ce qu'on appelle les chefs. Les chefs vont servir à faire des attaches et le sommet va servir à venir fixer, à venir exercer une pression. Alors moi, la technique que j'ai déjà utilisée, c'est celle-ci. Donc là, tu imagines, en plus, mon bras, il est complètement bousillé, hein, donc je ne peux pas trop le mobiliser. Je vais essayer de le placer au niveau des épaules. En fait, il faut toujours rester dans l'axe. Le sommet du triangle, le plus loin possible vers mon coude. Je vais essayer de gagner un maximum de distance. Et je vais commencer à faire un nœud avec les deux chefs. Donc, dans ces cas-là, bah, on se démerde, hein. On utilise la bouche. On fait ce qu'on peut. On vient faire deux nœuds que ça tienne. Hop, j'ai serré mon nœud, mais tu vois, je le serre pas à fond. Ensuite, ça, je vais le placer autour de mon cou. Et là, on a ce qu'on appelle le sommet. Donc, tu vois, je vais bien bouger le truc de manière à prendre le plus possible mon bras. Et ça, je le passe en dessous et je viens le récupérer à l'intérieur. Et au fur et à mesure que je le fais, tu vois, et ben ça resserre le nœud qui est autour du cou. Et ça, on peut le tourner. On va essayer de gagner un maximum de tension. Et ce que j'aime bien faire, c'est utiliser justement des petites épingles. Et ça permet de venir piquer, tu vois, un morceau de tissu, même si c'est une écharpe, peu importe. Et ça me permet de trouver une certaine tension avant de refermer. Voilà. Et là, tu vois, eh ben, je peux aller chercher du secours, je peux me déplacer, je peux au moins aller chercher de l'eau, je peux aller chercher un peu de bois avec ma main valide. Je peux toujours bosser, je peux toujours m'en sortir. Et là, le bras, tu vois, il bouge pas, hein. Je peux faire ça. Je peux sauter. Donc dans la réalité, nous, ce qu'on fera en premier secours, c'est exactement la même chose. On viendra d'abord passer l'un des chefs sur l'épaule, le deuxième chef par-dessous, on va venir faire un nœud. Et là, à la place de ce que j'ai fait avec le sommet, on le laissera sur le côté et on viendra tortiller et faire un nœud ou accrocher avec du scotch. Et lorsqu'il s'agira justement d'immobiliser toute cette partie-là du bras en plus avec l'épaule, on viendra remettre un autre tissu par ici et on fera exactement la même chose de manière à avoir un soutien au niveau de dessous le bras et un soutien justement sur le côté du bras. Voilà qui met fin à notre troisième chapitre sur les premiers secours. Si je l'ai fait en vidéo, c'est justement pour que tu puisses avoir le visuel, que tu puisses m'entendre, que tu puisses voir les actions, comment je me débrouille, et puis que tu puisses lire surtout dans le livre, que tu puisses incorporer un maximum de détails, que tu puisses justement visualiser avec les arbres décisionnels tous les gestes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Le prochain chapitre, ça va être sur l'orientation, c'est-à-dire comment lire une carte, comment l'utiliser, comment utiliser une boussole, comment pouvoir justement déterminer ma position par exemple dans une forêt, en pleine montagne, dans un milieu isolé et transmettre les coordonnées au secours.